Merci beaucoup Achille Mbembe d'être là. On a hâte de vous entendre. Vous avez donc la parole pour 40 minutes. C'est la leçon inaugurale de ce forum Philo Le Monde Le Mans. Merci. Alors, je voudrais remercier sincèrement le forum et reconnaître, ce faisant, l'immense travail que vous abattez ici. Je suis très content d'être là. Je suis heureux de retrouver de vieux complices, en particulier Jean-François Bayard, que vous retrouverez, je crois, cet après-midi. Ne lui dites surtout pas que je suis insaisissable. Il en sait quelque chose. Il rit déjà. Il rit déjà. Alors, comme Jean l'a dit, il a dit, je ne suis pas philosophe. Il y a de ces baptêmes forcés que l'on est obligé de vivre avec. Ma formation est celle d'un historien et d'un politiste. Je voudrais partager avec vous ce matin une série de réflexions dont certaines risquent de vous paraître peu familières, voire quelque peu étranges, et peut-être pas suffisamment philosophiques, du moins dans le sens que nous donnons généralement à ce terme. Je dois par conséquent solliciter votre indulgence dans l'espoir que vous les recevrez dans l'exact esprit dans lequel je vous les offre, étant par ailleurs entendu que philosopher, à mon sens, c'est tenter de marcher en tâtonnant, sans savoir exactement de quel côté les choses vont tourner. C'est non pas développer des théories abstraites, mais s'efforcer sans cesse, au cœur des situations historiques qui sont les nôtres, d'atteindre un moment de lucidité et s'y maintenir, ce qui, pour les humains, est une tâche ardue, voire colossale. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous, les humains, nous ne sommes pas toujours des êtres de raison. Nous fonctionnons, plus que nous ne voulons l'admettre, à la fiction. Nous vivons de passions auxquelles il nous est très difficile de renoncer librement sans avoir l'impression que notre monde s'écroule. L'une de ces fictions et l'une de ces passions, c'est l'identité. Pour dire les choses franchement, l'identité, j'y crois et je n'y crois pas. Et je ne suis pas le seul. Ou plutôt, l'identité, je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'en tant qu'individu ou même citoyen d'un État, nous sommes tous identifiables. L'État doit, par exemple, déterminer qui fait partie de cette sorte de communauté que l'on appelle la nation et qui n'en fait pas partie. Il doit définir qui a droit à quoi et au nom de quoi, et qui d'autre, ne pouvant réclamer les mêmes droits, ne fait pas partie de la communauté et par conséquent doit être traité autrement puisqu'il n'est pas ce que l'on appelle un ayant droit. L'État va donc, à titre d'exemple, mettre en place des dispositifs d'identification. Par exemple, dès que nous venons au monde, un acte de naissance est établi par lequel un nom nous est donné. Ce nom, nous pouvons le changer plus tard. Mais à l'origine, nous ne nous le donnons pas nous-mêmes. Il nous est donné. L'acte de naissance dit la date de notre naissance, il dit qui sont nos parents, c'est-à-dire qui sont les auteurs de notre venue sur la terre. Bref, il ouvre la première page de ce qui deviendra notre biographie, le récit de notre vie.
En toute logique, il faudrait donc attendre la fin de cette vie avant d'établir pour de bon ce qu'aura été notre identité. Et donc, si vous voulez, d'identité, on ne devrait véritablement en parler avec un minimum de certitude qu'au bout, à la fin, lorsque les lampillons ont été éteints. C'est à ce moment que les autres peuvent dire, avec plus ou moins de certitude, qui précisément nous avons été, ou en tout cas peuvent ouvrir ce procès armés de preuves que nous avons laissées derrière nous le long du chemin. Dans ce cas, l'identité cesse d'être une attribution ou une propriété, elle participe, je dirais, d'un grand geste de récapitulation. De toutes les façons, l'État nous attribue une carte d'identité, généralement pourvue d'un numéro qui est le nôtre, et que nous conservons jusqu'à la fin de notre vie sur Terre, ce qui laisse supposer que nous sommes quelque part, du moins dans la logique de l'État, un chiffre parmi des millions d'autres chiffres, ou comme on le dit de nos jours, une donnée. Dès que vient le moment d'effectuer notre premier voyage hors du sol natal à l'étranger, l'État nous dote d'un passeport qui, comme notre acte de naissance, indique notre nom, notre prénom, notre date et lieu de naissance, notre profession si nous en avons une, notre genre, et confirme notre nationalité, toutes sortes de données servant à dire notre identité, nos appartenances. En ce sens, nous sommes le résultat de mécanismes étatiques d'identification. Après notre décès, l'administration établira notre certificat de décès, lequel certifiera effectivement qu'un jour nous sommes nés ici, que nous avons vécu quelque part, que nous avons disparu, nous n'existons plus, c'est-à-dire, en rigueur de terme, nous sommes passés par là. Nous avons été un passant, membre d'une communauté de passants, puisque nul d'entre nous n'est, du moins pour le moment, promis à l'éternité. Nous sommes de séjour ici. La terre ne nous appartient pas, elle nous accueille provisoirement avant que nous ne nous donnions entièrement à elle par la voie du trépas, avant que nous ne lui confions nos restes, qu'il s'agisse des os enterrés dans le sol ou des cendres éparpillées dans la nature. Il y a donc une part de nous qui toujours lui revient, ou encore qu'elle finit par accueillir, ou qui finit par se transformer en un élément parmi plusieurs autres du vaste univers. Si nous avons laissé derrière nous des marques ou des traces, et au fond, nous en laissons toujours, d'autres peut-être s'en souviendront. Mais ils peuvent également nous oublier. Il est tout à fait possible qu'au terme de notre séjour sur Terre, l'ombre de l'oubli recouvre notre nom, que très peu, finalement, se souviennent de nous, fassent mémoire de nous. C'est pour cette raison que, à titre d'exemple, dans les traditions africaines antiques, le statut d'ancêtre était accordé à ceux et celles qui laissaient d'importantes traces derrière eux. On se souvenait d'eux à travers mains rituelles dont la fonction était de reconfirmer le lien vital entre ce que j'ai appelé la communauté des passants et l'ensemble du vivant, le monde végétal, animal, aquatique, voire minéral y compris. Je voulais partager avec vous cette première série d'observations ou de remarques, précisément pour insister sur cet élément, Jean, que vous avez souligné, qui fait partie de ma réflexion, l'idée de la communauté des passants. En lieu et place, disons, des discours sur la communauté,
en tant qu'essence qui taraude la plupart de nos sociétés en ce moment. Je voudrais maintenant passer à une deuxième série d'observations. Je disais donc de l'identité. Je préfère en parler comme d'une fiction. Jean-François a écrit à ce sujet un très beau livre, L'illusion identitaire. Je suis sûr qu'il en dira un mot cet après-midi. Donc, parler de l'identité comme d'une fiction, tout en suggérant, j'espère l'avoir fait rapidement, que nous portions plutôt l'attention sur les pratiques historiques d'identification ou d'assignation identitaire, si vous voulez. Mais je dois tout de suite ajouter qu'en tant que personne humaine, nous demeurerons à jamais indéfinissables. Vous diriez insaisissables. Nous avons chacun un nom, un prénom, mais au fond, très peu d'entre nous savons qui nous sommes. La psychanalyse l'a montré. Et les philosophies du sujet, l'idée selon laquelle il y a en nous quelque chose qui nous est intrinsèque, qui ne varie pas, qui est interne, les philosophies du sujet n'aident pas beaucoup de ce point de vue. Au fond, cette propriété qui consiste à être à jamais indéfinissable, c'est peut-être cela finalement notre identité. Pourquoi je le dis ? Je le dis parce que, vous savez, le gros de la philosophie occidentale, celle qui aura dominé le monde pendant plusieurs siècles, le gros de cette philosophie nous apprend un certain nombre de choses qui ne sont peut-être pas toutes fausses, mais qui, il faut le reconnaître, nous posent tout de même d'énormes problèmes. Surtout lorsque l'on essaye de lire le monde de notre situation à partir d'autres lieux. Ce qui, dans mon cas, est l'Afrique. Par exemple, ce que j'appelle les philosophies du sujet, nous apprennent que nous, je veux dire l'individu, que nous sommes au principe de notre être. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ces philosophies du sujet tiennent, par exemple, pour allant de soi, l'idée selon laquelle je ne suis, disons, pas une créature. L'idée selon laquelle une personne humaine n'est pas un objet. Ces philosophies disent qu'au contraire, je suis le créateur de moi-même, que mon identité, je la reçois de moi-même et seulement de moi-même. Mais cela n'est pas vrai, ou en tout cas pas pour tout l'univers. Et pour plusieurs raisons, je voudrais en évoquer 2 ou 3. Et d'abord, cela n'est pas vrai parce qu'il y a des identités imposées. Pour ce qui nous concerne, comment ne pas penser, par exemple, au régime de la plantation à l'époque de la traite des esclaves, ou encore récemment sous l'apartheid en Afrique du Sud. Ce que l'on appelle l'identité, c'est aussi un jeu de rôle. Or, dans notre histoire passée, récente et présente, beaucoup demeurent astreints à jouer des rôles qu'ils n'ont jamais choisis. Jouant ces rôles, ils finissent par disparaître derrière les masques dont ils ont été affublés. Et chaque jour qui passe, en réalité, beaucoup dans notre monde continuent d'être affublés malgré eux de masques. On les assigne à ne faire rien d'autre dans la vie que de porter des représentations dont ils ne sont souvent pas les auteurs. Ils sont forcés de jouer des rôles au lieu de vivre leur vie. Or,
il y a une nette différence entre le rôle subi et le rôle voulu. On peut dire que dans les rôles subis, on n'a pas de visage. On est privé de visage. On est coincé dans un masque. La question demeure donc de savoir comment se libérer du masque, comment passer du masque au visage. Et cela aura été, en tout cas, pour les peuples assujettis, la grande question. Comment remiser le masque et endosser un visage qui puisse être reconnu comme un visage humain, dans lequel je puisse reconnaître, pour parler comme Lévinas, ma face. Que je regarde par exemple Pascal, que vous identifiez il y a un moment, et que je vois dans son visage mon propre visage, ou l'équivalent de mon propre visage plutôt qu'un masque. Je crois que c'est une question fondamentale qui reste avec nous et qu'il nous faut affronter lucidement. Voilà pourquoi je disais que les philosophies du sujet ne racontent pas toujours des histoires, mais racontent des histoires qui nous mettent dans d'autres histoires beaucoup plus compliquées encore, et il faut démêler tout cela. Deuxièmement, je crois que Jean-François insistera sans doute sur cet aspect, puisqu'il l'a développé lui-même de façon systématique, il n'y a d'identité qu'éclatée. Pour nous autres, en tout cas, telle est l'expérience historique. Il y a d'identité que dispersée et, dans certaines situations d'extrémité, d'identité en miettes. En miettes pas parce qu'on l'aura choisi, en miettes parce que des forces, disons, se sont impliquées dans la fabrique de violence, de brutalisme, qui ont fini par obliger certains à constamment passer leur vie à rassembler des miettes de ce que on pourrait considérer comme leur soi. Troisièmement, je crois que, au-delà des différences, l'humanité a en commun le fait qu'il n'y a pas de communauté dont le fondement ne trouve son origine dans une idée ou une autre de la dette. Je voudrais introduire ce concept de dette dans ce débat sur l'identité. Sauf à prétendre au divin, nous ne nous auto-engendrons point, ce sont d'autres que nous qui toujours nous ouvrent à la vie. Nous ne leur devons pas seulement notre naissance, mais aussi la langue, mais aussi les institutions fondamentales, mais aussi divers héritages et richesses immatérielles, à la fois incalculables et non remboursables, dont nous ne sommes pas les auteurs premiers. Cette forme originaire de la dette nous place, je crois, dans l'obligation de léguer à ceux et celles qui viennent après nous un monde autrement possible. Elle est évidemment, cette forme de la dette, différente de la dette que l'on pourrait qualifier d'expropriatrice, qui, sous sa forme marchande, obère de nos jours les conditions de reproduction ou même de survie de millions de femmes et d'hommes sur la surface de la Terre. Mais je vais vous donner d'autres exemples tirés d'autres traditions. Je pense en particulier aux traditions africaines antiques. Les systèmes africains de pensée ne connaissaient pas du tout le concept d'identité. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissions pas.
Par exemple, nous ne connaissions pas l'institution de la prison. Je pourrais en citer d'autres, mais contentons-nous du concept d'identité. Ou s'ils le connaissaient, ces systèmes de pensée antique, ils ne le privilégiaient pas. Ils privilégiaient d'autres catégories comme la composition ou la relation. Ce qui était important, ce n'était pas l'identité. C'était plutôt la façon dont on composait et recomposait le soi, ou si vous voulez, la personne humaine. Chaque fois en rapport avec d'autres éléments de l'univers, au sens large. Ce qui comptait, ce n'était pas qui on était, c'est qui on devenait. C'est très différent des tomes que beaucoup de philosophes occidentaux ont écrits. C'est toujours l'être et le néant, l'être et le temps. Cette insistance sur ce que l'on pourrait appeler l'ontologie. Donc, si vous voulez, les questions ontologiques nous préoccupaient, peut-être, mais pas de la même manière qu'elles auront préoccupé, disons, les métaphysiques occidentales. Ce qui comptait, ce n'était jamais comment retourner à soi. C'était comment sortir de soi, répondre à ce qui nous sollicitait. En d'autres termes, il y avait d'identité que dans le devenir, dans la relation, dans le tissu de relation dont chacun était la somme vivante. Je vais vous donner l'exemple d'un roman écrit par un Nigérian qui s'appelle Amos Tutuola. Amos Tutuola, ses romans sont traduits en français. Il a écrit en pidgin nigérian un certain nombre de livres, dont le plus important, c'est Ma vie dans le monde des fantômes. C'est un traité, en fait, on dirait de nos jours, un traité sur le post-humanisme. C'est un véritable traité, absolument hilarant, sur ce que c'est que l'aventure humaine, l'aventure de soi. Où le soi doit être pratiquement, organiquement disposé chaque fois à ajouter quelque chose à ce qu'il est au départ, à lâcher quelque chose de soi. Ça peut être un membre, ça peut être autre chose, mais il montre à Amos Tutuola comment, dans les métaphysiques Yoruba, puisqu'il est de la communauté Yoruba, comment est-ce que l'humain, ce que l'on appelle l'humain, était fondamentalement à la fois participait de l'humain, de l'objet et de forces cosmiques tout à la fois. Et donc, il y a là, disons, une archive qui nous éloigne très sensiblement de celle qui a fini par dominer le monde et dans laquelle la question de l'identité est devenue si dramatique. Vous le voyez sans doute, l'identité dans le sens d'Amos Tutuola, dans le sens de ces métaphysiques africaines antiques, est relation et non substance. Elle est décentrement, elle est cela que l'on confie à la garde de quelqu'un d'autre, dans l'expérience de la rencontre, laquelle suppose toujours le tâtonnement, le mouvement, la circulation et surtout l'inattendu et la surprise qu'il faut apprendre à accueillir. Car dans l'inattendu et la surprise, gît l'événement, c'est là que gît l'histoire. Je pourrais aller, commenter longuement sur cette dimension. Je vais passer néanmoins à autre chose. Non sans avoir résumé ce que je viens de dire,
dans les termes suivants, et vous le voyez très bien, dans ces systèmes de pensée, ce que l'on nomme identité n'a rien à voir avec l'enfermement sur soi, ça n'a rien à voir avec l'autarcie, le face-à-face avec soi-même que les temps que nous vivons favorisent énormément via les nouvelles technologies digitales. Le refus, ça n'a rien à voir avec le refus de rencontre avec le monde, ou la méfiance, ou encore un moi qui s'affirme tout seul et qui, ce faisant, s'ennuie et sombre dans cette espèce de répétition que produit toujours l'ennui. Je voudrais maintenant avancer vers la fin en vous proposant une série d'observations plutôt politiques, directement politiques en tout cas. Je vais commencer ces observations de nature politique en rappelant qu'il n'y a pas longtemps, l'on prétendait délimiter avec plus ou moins de précision les frontières qui séparaient l'ici de l'ailleurs. Et ce n'était pas une obsession uniquement européenne. Aujourd'hui, un tel exercice me paraît futile pour un certain nombre de raisons. Un tel exercice qui, au fond, est en cours à peu près partout, y compris en Afrique du Sud où je vis, où il y a quelques jours, ou disons de façon tout à fait répétitive, cyclique, les gens se réveillent un matin et attaquent des migrants, en général des Africains, venus d'autres pays, en tuent quelques-uns et demandent aux autres de rentrer chez eux. Donc l'injonction, à peu près partout sur notre planète, en ce moment, de rentrer chez soi. La clameur qui monte et qui veut que chacun rentre chez lui. Et donc je voudrais parler un tout petit peu de ça. Il me semble que c'est à la source disons, du drame, de la dramatique identitaire qui déferle dans le monde et qui suppose quelque part l'existence d'une frontière entre l'ici et l'ailleurs, entre moi et les autres, et ainsi de suite. Et donc, je dirais que tout cela est futile. Tout cela est futile, d'une part parce que la frontière tend désormais à être partout. En fait, la frontière devient portable. Elle est mobile, elle est portable, on la porte. Et on la porte, certains la portent sur leur corps. Dans la prolifération de corps frontières. En même temps, elle tend à se dissoudre, la frontière, à se distendre, malgré toutes les tentatives de l'externaliser, de la miniaturiser ou de la militariser. La vérité est que, nonobstant les nationalismes et les ethnonationalismes, il n'y a jamais eu qu'un seul monde. Et je crois que le temps est propice pour répéter cette platitude. Il n'y a jamais eu qu'un seul monde, et qu'on le veuille ou non, nous en sommes tous des ayants droit. Et dont les temps n'ont jamais été aussi propices pour redéfinir ensemble les paramètres de ce qui nous est commun en cet âge planétaire. Ça, c'est une première observation. Une deuxième, je continue d'utiliser ce terme, l'humanité. Vous allez me demander, mais c'est quoi l'humanité? On en parlera si vous voulez. Le propre de l'humanité, c'est le fait que nous sommes appelés à vivre exposés les uns aux autres,
et non enfermés dans des cultures et des identités. Nous sommes appelés à vivre exposés les uns aux autres, et tel est le cours que prend désormais notre histoire. Notre histoire, pas seulement en humain, mais notre histoire avec d'autres espèces sur Terre. Vous allez me demander, mais que veut dire vivre exposés les uns aux autres? Et vous aurez raison. Eh bien, vivre exposés les uns aux autres suppose de reconnaître qu'une part de qui nous sommes devenus trouve son origine dans notre vulnérabilité. Et c'est l'autre aspect tout à fait fondamental que l'on retrouve dans le traité de Amos Tutuola, dont je vous ai parlé il y a un moment. Cette centralité de la vulnérabilité comme une partie intrinsèque de ce que c'est que être humain, de ce que c'est que d'assumer la condition humaine. Cette vulnérabilité, nous montre Amos Tutuola, doit être vécue et entendue comme appel à tisser des solidarités et non comme, c'est le cas aujourd'hui, à se forger des ennemis. Ceci m'amène à dire une chose qui risque de vous choquer, ou certains d'entre vous du moins. En vérité, ce que l'on appelle l'identité n'est pas essentiel. Malheureusement, le propre du moment néolibéral que nous vivons est de libérer toutes sortes de forces obscures que l'on était plus ou moins parvenu, sinon à dompter, du moins à reléguer dans le domaine des tabous, dans un passé pas très lointain. De nos jours, l'identité est devenue une sorte d'opium des masses. La raison, comme faculté humaine universelle, qui a été au fondement de l'idéal de la liberté, est aujourd'hui assiégée et le modèle de la démocratie libérale est partout en crise. Il faut reconnaître que de nombreux crimes ont été commis au nom de la raison. Aimé Césaire le rappelle dans son œuvre poétique. Au nom de la raison, au nom de la démocratie et au nom de l'universalisme. Mais ces idéaux ont en même temps nourri toutes les grandes luttes qui, au cours de la période moderne, visaient à partager le monde et à ouvrir un futur à tous. Beaucoup s'efforcent aujourd'hui de disqualifier la raison. Ils veulent la remplacer par toutes sortes de passions et d'affects. Les antagonismes politiques s'expriment de plus en plus sous une forme viscérale, comme si l'on ne pensait et l'on agissait plus que par les tripes. Et donc nous sommes quelque part rentrés dans l'ère de la viscéralité, dont la crispation identitaire est un symptôme. Ce symptôme est viralisé par les nouvelles technologies de la communication. La vérité est que le capitalisme financier qui domine l'économie monde est aujourd'hui devenu incompatible avec la démocratie libérale. Depuis l'après-guerre, les deux entités avaient des intérêts convergents et pouvaient évoluer de concert, notamment dans le contexte de la guerre froide. Aujourd'hui, leurs intérêts sont devenus divergents, d'où en partie la libération d'énergies négatives qui cherchent des boucs émissaires pour expliquer les malheurs du temps. Pour le reste, notre monde est un monde fini, qui a des limites et par conséquent n'est pas extensible à l'infini. Nous n'en sommes ni les seuls habitants, ni les seuls ayant droit. Cela étant, la véritable démocratie, par exemple, ne saurait être que celle des vivants dans leur ensemble. Cette démocratie des vivants appelle à un approfondissement, non dans le sens de l'universalisme classique, mais dans celui de l'en commun et donc
dans un pacte de soins, le soin de la planète, le soin apporté à tous ses habitants, humains et autres qu'humains. Malheureusement, et je voudrais terminer, la différence est redevenue comme notre projet et notre horizon. Pourquoi? Comment en sommes-nous arrivés à un point tel que le seul cri de ralliement aujourd'hui est celui qui exige que chacun rentre chez lui? Qu'est-ce qui a fait que nous oublions que notre fin est hors de nous? Et qu'est-ce qui nous fait oublier que l'on ne découvre qui l'on est qu'à partir de nos rencontres et qu'il n'existe aucune identité stable? Pourquoi est-ce que le tempérament est-il au repli et à la clôture? En très grande partie, il me semble, parce que nous avons cessé de croire en l'avenir. En très grande partie, il me semble, parce que beaucoup n'attendent plus rien, sinon la fin elle-même. Puisque nous sommes ici en Europe, on serait en Afrique, je dirais autre chose. L'Europe a beau prétendre que l'accélération technologique et le passage à une civilisation computationnelle constituait la nouvelle voie vers le salut, tout se passe comme si, en vérité, la courte histoire de l'humanité sur Terre était d'ores et déjà consommée. Tout se passe comme si la tâche de la pensée ne consisterait plus dès lors qu'à en prendre acte et à en faire l'annonce. D'où l'actuelle montée en puissance de toutes sortes de récits de la fin et du discours de la collapsologie. Et il me semble que les discours sur l'identité participent justement de ces récits de la fin, de cette métaphysique de la fin. Et ces discours risquent en effet de dominer les décennies à venir. Ils se répandent sur fond d'angoisse et de panique de toutes sortes. Au même moment, des couches entières de la société courent des risques objectifs et accrus d'un déclassement vertigineux. Il n'y a guère longtemps, elles avaient la possibilité de renforcer leur statut, voire de faire l'expérience de la mobilité ascendante. La course étant désormais à la dégringolade, elles en sont réduites à lutter sinon pour la survie, du moins pour retenir et éventuellement sécuriser le peu qui leur reste. Mais au lieu d'attribuer la responsabilité de leur malheur au système qui les provoque, elles se retournent contre plus misérable qu'elles, une classe de superflus d'ores et déjà lésés dans leur existence matérielle, qui a à peu près été dépouillée de tout et à l'encontre de laquelle elles en appellent à présent à une brutalité sans concession. Or, et là je parle en tant que quelqu'un qui vient de l'Afrique, et je termine, nous ne pouvons pas nous permettre ce loisir. Nous ne pouvons pas nous permettre ce loisir et de toutes les façons, en cette phase critique du devenir de la planète, nous sommes obligés de refaire du destin du vivant, dans son ensemble, l'objet privilégié de notre quête intellectuelle, de notre création imaginaire et nos pratiques politiques. Ce vivant, il n'est pas nécessaire de l'appréhender en termes de fin du monde. Nous gagnerons à le penser plutôt en termes de potentialité, c'est-à-dire de ce qui, par définition, est à la fois incalculable et inappropriable. Je vous remercie.
Merci beaucoup Achille Membe pour cette très belle leçon inaugurale. Vous avez ouvert beaucoup de pistes qu'on va essayer d'arpenter et de creuser pendant ces 3 journées. Je crois que vous avez dit beaucoup de choses très, très profondes et très belles et voilà, on va prendre, je pense, 3-4 minutes. On a senti qu'il y avait une écoute extrêmement attentive et elle-même profonde. Donc je pense qu'on va prendre 4-5 minutes, si vous voulez bien, pour vous dégourdir les jambes, pour méditer un peu tout ça. Et on se retrouve donc dans 5 minutes pour la séance proprement forum de cette matinée. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci.